Bien, je vous remercie vraiment de m'avoir invité et au-delà de mon invitation, d'organiser une soirée sur où en est l'Afrique aujourd'hui et nos responsabilités par rapport à cette question-là. L'année 2019 a été une année particulière en Afrique. Elle a été une année de lutte extrêmement importante qui continue. Vous avez tous suivi ce formidable mouvement en Algérie qui, depuis des mois et des mois, continue à s'inscrire dans la durée et à maintenir ses revendications. Vous avez suivi le mouvement au Soudan. C'est les deux pays où c'était le plus massif. Mais quasiment tous les pays africains ont connu des mouvements populaires. Au Mali, les manifestations sont hebdomadaires contre la présence militaire française aujourd'hui. Au Sénégal, depuis près d'un an, des luttes pour la sortie du franc CFA et l'arrêt des accords de partenariat européen, j'y reviendrai après, sont également très régulières. Bref, on a un continent qui bouillonne. Et dans ce bouillonnement, eh bien, il y a une place particulière de la jeunesse. Et ce qui m'a amené à conclure que nous sommes en face de l'émergence d'une nouvelle génération anticoloniale, ce qui pose, compte tenu de la place particulière de la France en Afrique, du rôle particulier qu'elle joue, ce qui pose la question de la responsabilité des militants ici, des révolutionnaires, des progressistes, des syndicalistes, etc. Et force est de dire qu'on n'est sans doute pas à la hauteur de nos responsabilités sur ces questions-là et qu'il faudra donc multiplier les initiatives. Je reviens de deux tournées de débats en Afrique, une cet été où j'ai parcouru 7 pays pour présenter mon dernier ouvrage, enfin mon avant-dernier ouvrage, et une au mois de novembre, tout simplement parce qu'en juillet, dans les endroits où je suis passé, les gens ont demandé à ce que l'on revienne, non pas seulement pour faire des débats, mais pour creuser plus. Et donc, ça s'est transformé en séminaire. C'est pour ça qu'il y a eu cette seconde tournée. Et je vous donc donnerai un peu comment j'ai ressenti l'état de ces militants et où ils en sont. Avant de commencer, dire tout de suite que, bien entendu, ça se paye, ces mouvements sociaux. À l'heure où je vous parle, Guy Marius, je vous le dis parce que un courrier peut faire du bien, une déclaration peut faire du bien, donc qui est le responsable du front de lutte anti-impérialiste et patriotique au Sénégal et qui est en train de s'élargir à toute l'Afrique de l'Ouest, est emprisonné depuis près d'un mois. Tout simplement parce qu'il a manifesté pour la sortie du franc CFA et pour l'arrêt des APE. Et donc la répression est très sévère, et lui, c'est simplement un emblème, mais il y en a beaucoup d'autres derrière lui. Alors à la question, Macron veut-il sortir de la France-Afrique, il faut d'abord souligner que depuis Chirac, tous les gouvernements commencent, lors de leur premier discours sur l'Afrique, de dire « tous ceux qui étaient avant moi ont entretenu la France-Afrique, mais moi, je vais en sortir ». Sarkozy a dit la même chose, Hollande a dit la même chose, donc tous ont mis en avant cette question-là. Mais avec Macron, on a quelque chose de particulier, c'est l'insistance. Il ne l'a pas dit qu'une fois, il ne cesse de le redire, il veut montrer qu'il est d'une nouvelle génération et qu'il ne serait pas marqué par la colonisation. Rappelons quelques-unes de ses déclarations. Il nous indique que dans le passé, beaucoup de choses se faisaient en secret, que pour lui, tout serait désormais transparent. Il a déclaré récemment que la colonisation était une erreur. Il est très fort au niveau de la prise de parole. Mais ils ne se rendent même pas compte. En croyant séduire les militants africains en disant cela, ils ne se rendent même pas compte que ses propres mots montrent le décalage qu'il a avec la réalité. Dire que la colonisation était une erreur, ça a été vécu comme une insulte dans cette nouvelle génération coloniale. La colonisation n'est pas une erreur, elle est un crime. C'est pas la même chose. Et on voit bien l'approche qu'a Macron de ces questions-là. Il suffira de parler autrement, d'être un peu moins arrogant pour pouvoir maintenir les rapports de dépendance et de domination. C'est juste un lifting. Hein, il a bien fait les écoles de management et donc il sait qu'il faut parler. On parle de partenaires et non pas de salariés. Et bien là, on va avoir un nouveau vocabulaire vis-à-vis des Africains pour pouvoir maintenir les relations de domination. Il annonce la sortie du franc CFA, vieille revendication des mouvements sociaux progressistes et de gauche en Afrique, pour annoncer lui-même, immédiatement, sans passer par les pays africains, qu'il va créer une monnaie qui est l'écho. Donc c'est la France qui décide de sortir et qui décide de créer une monnaie l'écho. Et il le fait au même moment
où un projet de monnaie d'Afrique de l'Ouest était en cours, et donc il court-circuite, y compris les gouvernements de l'Afrique de l'Ouest. Je reviendrai sur cet écho et vous verrez ce que c'est que cette hypocrisie macroniste. Il déclare que, et là aussi, hein, ça pourrait paraître séduisant, que la fin des accords militaires bilatéraux, qui était, nous y reviendrons juste après, un des modes de la France-Afrique particulier, donc des accords secrets militaires bilatéraux, donc il annonce que c'est terminé, pour annoncer que désormais ça se jouera à l'échelon régional. Autrement dit, tout ce qu'il annonce, c'est que désormais l'armée française ne sera pas dans un pays, mais dans toute la région. Et aujourd'hui, on parle du G5 Sahel, parce que l'armée française est dans l'ensemble des pays du Sahel. C'est ça la réalité. Alors, pour répondre entièrement à la question, je vous propose de parcourir rapidement quatre éléments, et puis dans le débat, on pourra y revenir. D'abord, inscrire la situation actuelle dans l'histoire longue. On vient d'où? C'est quoi la situation de l'Afrique? On vient d'où? Donc, juste quelques points de repère pour repérer où nous en sommes aujourd'hui. Seconde dimension, analyser ce qui se transforme en Afrique. Autrement dit, c'est quoi notre séquence historique? C'est quoi la situation d'aujourd'hui? Depuis que l'on est entré dans ce que les médias appellent la mondialisation, vous comprendrez, je suis très critique sur le terme, depuis qu'on est entré là-dedans, qu'est-ce qui se joue en Afrique? Troisième dimension, nous interroger sur d'où vient cette nouvelle génération anticoloniale, toutes ces jeunes filles et ces jeunes hommes qui se mobilisent aujourd'hui, d'où viennent-ils? Ils sont le résultat de quelle prise de conscience? Pour enfin nous poser la question de nos responsabilités, des conséquences de ces révoltes en Afrique, mais aussi de ce que nous pouvons faire ici. Et en ayant ça en tête, eh bien, nous pourrons questionner pourquoi, pourquoi malgré la place prépondérante qu'a la France en Afrique, pourquoi nous n'arrivons pas ici, où nous n'avons pas de réel mouvement anticolonial, de réel mouvement de soutien à cette jeunesse en lutte dans de nombreux pays africains. Alors, sur le premier élément, inscrire la situation de l'Afrique dans une séquence historique plus longue, eh bien, je crois qu'on peut repartir sur une date que vous avez tous appris à l'école, mais on ne vous a pas forcément dit ses conséquences. 1492, Christophe Colomb découvre les Amériques. Eh bien, 1492, c'est la fin des histoires séparées. À partir du moment où on a ce qui s'est passé, c'est-à-dire la destruction des civilisations amérindiennes, l'afflux d'or lié au pillage de ces civilisations, il n'y a plus une histoire de l'Europe et une histoire des pays du Sud. Il y a une seule histoire. L'histoire du développement ici est en lien et le verso du recto qu'est l'histoire du mal développement là-bas. L'histoire du développement industriel ici et l'histoire du mal développement là-bas, c'est le même processus. Autrement dit, dans toute l'histoire de l'Europe, on peut lire en face les conséquences que ça a eues sur le reste de la planète. Le capitalisme, quand il s'installe ici, n'a pu se mettre en place qu'à partir du moment où il a eu une base financière lui permettant une accumulation. Et il ne l'avait pas. Ça faisait des siècles qu'on avait une bourgeoisie commerciale, mais qui n'avait pas suffisamment de capitaux pour passer à la phase d'une bourgeoisie industrielle. Qu'est-ce qui a fait le passage pendant des siècles d'une bourgeoisie commerciale et d'un seul coup, les conditions sont réunies? Ça a été l'afflux particulier de capitaux vers, en particulier, l'Espagne. Et l'Espagne a irrigué avec ces capitaux qui ont été pillés, qui ont coûté des civilisations entières, a irrigué l'ensemble des grands pays européens, et en particulier des pays qui vont s'industrialiser, c'est-à-dire l'Angleterre et la France. Comment? Eh bien, tout simplement parce que l'Espagne n'a pas les moyens de sa politique coloniale. Elle s'endette pour le faire. Et les capitaux qu'elle récupère, elle rembourse ses dettes avec. Et donc le mécanisme de la dette va servir. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Espagne simplement qui a détruit les civilisations amérindiennes, c'est l'Espagne qui a tenu les armes, mais c'est l'ensemble des États européens qui vont s'industrialiser, qui ont récupéré ces capitaux pour pouvoir s'industrialiser. Autrement dit, la naissance même du capitalisme est liée à ce pillage. Et puis après, on peut tout simplement faire un parallèle. Au moment où a lieu la révolution industrielle, eh bien, on ne peut pas la comprendre si on n'a pas en tête quoi? Si on n'a pas en tête l'esclavage, qui va permettre la mise en valeur avec une force de travail gratuite, une force de travail qui coûte juste le coût de reproduction, et bien qui va permettre
le développement industriel ici. Et puis ensuite, eh bien, on aura l'engagisme, un phénomène trop peu étudié. Tout le monde croit qu'il y a eu esclavage, et puis d'un seul coup, il y a eu émancipation. Non, non, loin de là. La préoccupation au moment où les esclaves se révoltaient, au moment où ils devenaient des marrons, c'est-à-dire qu'ils refusaient d'être esclaves et allaient vivre dans les campagnes, au moment où ils brûlaient les récoltes des maîtres, etc., ça a été quoi? Comment préserver les profits et la colonie sans esclavage? Eh bien, on va inventer l'engagisme, c'est-à-dire des contrats de 5 ans, et on va s'arranger, bien entendu, on va faire voter des lois sur le vagabondage pour que les esclaves soient obligés de continuer à travailler avec leurs anciens maîtres. Et donc, ils étaient officiellement libres, mais en réalité, ils continuaient à être exploités. Donc, l'histoire de l'esclavage ne s'arrête pas à 1848, contrairement à ce qu'on croit. Jusqu'en 1930, on a des engagés. Et donc, on voit bien comment ce système a continué à perdurer. Et puis après, il y a eu la colonisation, qui va expliquer la révolution scientifique et technique du XXe siècle et le passage au capitalisme de monopole, c'est-à-dire aux très grands groupes industriels. Et on voit bien qu'il y a des vases communicants entre la pauvreté là-bas et la richesse ici, entre le développement industriel à un endroit et le mal développement industriel à l'autre. Et donc, cette idée d'histoire séparée, elle ne permet pas de comprendre et nos responsabilités, mais aussi en quoi l'idée que la colonisation est terminée est une idée erronée. En réalité, la colonisation est une forme de domination, une forme de mise en dépendance. Et elle prend des visages différents en fonction du rapport de force. Il y a eu le visage de l'esclavagisme, il y a eu le visage de la colonisation, il y a le visage du néocolonialisme aujourd'hui, et la France-Afrique n'est qu'un outil du néocolonialisme. Autrement dit, le capitalisme fonctionne, nous dit Aimé Césaire, ne peut fonctionner qu'en s'étendant. Emmanuel Wallerstein, un historien qui nous a beaucoup aidé à comprendre cette dimension mondiale, nous dit que ça fonctionne comme un cancer. Et tout ce que le problème du cancer, c'est que ça produit trop de cellules. Eh bien, le capitalisme ne peut pas s'arrêter. Il est contraint d'aller occuper, d'aller développer, d'aller s'étendre vers les modes de production qui ne sont pas encore capitalistes. Et c'est pour cela qu'on ne peut pas imaginer un système capitaliste qui ne soit pas un système colonial, quelle que soit l'apparence extérieure. Et si je le dis, c'est que du coup, les militants progressistes, anti-impérialistes de gauche ne peuvent pas être conséquents s'ils n'ont pas en tête que leur anticapitalisme, s'il n'est pas accompagné au plus haut de l'agenda, au même niveau que la lutte des classes ici, par la dimension internationaliste, eh bien, se trompe de combat. Il n'y aura pas de fin du capitalisme ici s'il n'y a pas remise en cause de la dépendance et de la place des pays occidentaux en Afrique. Alors, si on a ça en tête, eh bien, on peut s'intéresser à la dernière phase qui précède notre situation aujourd'hui. La dernière phase, c'est donc cette phase que les colonisés eux-mêmes, au moment des indépendances, les mouvements les plus radicaux des colonisés, ont appelé le néocolonialisme, comme nouveau visage du colonialisme. Nkrumah, un des leader progressiste d'Afrique, disait que le néocolonialisme était la forme suprême de l'impérialisme. Autrement dit, pour lui, le néocolonialisme, c'est le dernier visage. En apparence, les pays sont indépendants, mais en réalité, on leur impose un certain nombre de contraintes qui les empêchent de faire des choix qui soient des choix correspondant aux besoins de leur pays ou aux besoins de leur peuple. Pour comprendre pourquoi on est passé au néocolonialisme, pourquoi le colonialisme a pris fin, c'est comme pour l'esclavage. Ça n'est pas une prise de conscience, ça a été le résultat du refus des colonisés. De la même façon que la fin de l'esclavage est incompréhensible sans la prise en compte de la révolte des esclaves, on ne peut pas comprendre le passage au néocolonialisme sans prendre en compte la séquence qui a précédé, c'est-à-dire la révolte des colonisés. Cette révolte des colonisés, on peut citer des dates phares qui permettent de les situer. D'abord, le séisme qu'a été Dien Bien Phu. Pour la première fois, l'armée d'un pays colonial est battue militairement par un peuple au Vietnam. Ça a été un séisme dans tout le reste des pays colonisés. En Afrique, tout le monde parlait de Dien Bien Phu. Au Ghana, il y avait une coiffure, les femmes ont inventé une coiffure qui s'appelait la coiffure de Dien Bien Phu. En Tunisie, ils ont inventé un tagine, ça s'appelait le tagine Dien Bien Phu. Si je vous dis ça, c'est pour que vous vous rendez compte comment les peuples se regardent et comment ça peut parler.
C'est ça qui s'est joué à ce moment-là. Ceux qui ont déclenché la guerre de libération nationale en Algérie en 1954 déclarent tous, quand on a vu Dien Bien Phu, on s'est dit, nous aussi, il faut y aller. Et donc on voit bien qu'à ce moment-là, il y a une prise de conscience particulière, c'est 54. Un an après, c'est Bandung. Bandung, c'est l'ensemble des pays indépendants d'Asie qui se réunissent et qui prennent l'engagement. Et pourtant, ce n'était pas des États révolutionnaires, etc. Qui prennent l'engagement de soutenir les luttes de libération nationale en Asie et en Afrique pour les pays qui n'étaient pas encore indépendants. On va ensuite avoir le développement de la lutte armée en Algérie et, on l'oublie trop souvent, de la lutte armée au Cameroun. Comme on dit, un pays d'Afrique subsaharienne et un pays d'Afrique du Nord sont dans la lutte armée au même moment, 54-55. Et ça va amener au plus haut sommet de l'État français, au plus haut sommet de la classe dominante français, l'idée que si on ne met pas fin à la forme qu'est le colonialisme, si on ne trouve pas un remplaçant, un nouveau visage, eh bien on va tout perdre. Parce que, bien entendu, quand les peuples sont en lutte comme ça, ils radicalisent leur rupture et ils radicalisent, bien entendu, leurs revendications. Et donc, on va avoir un choix qui est le choix d'indépendance politique formelle. C'était dit très clairement dans mon livre sur les figures de la Révolution africaine. Je retrace les discours de Gaulle de l'époque, les discours des plus hauts dirigeants de l'école ou de l'époque, où c'est très clair. En gros, ils vont dire à un certain nombre de leaders africains, maintenant vous allez être indépendants, mais indépendance va avec coopération. Autrement dit, on fait un package d'accords qui sont incontournables pour que l'indépendance soit signée. Et ceux qui ne le signent pas sont l'objet d'une répression. J'y viendrai après sur les pratiques terroristes et les pratiques scandaleuses de l'État français à l'époque vis-à-vis de la Guinée en particulier, qui a refusé le package de la coopération. C'est quoi ce package? C'est la France-Afrique. Hein. C'est quoi ce package? C'est pour ça que j'en parle. C'est un certain nombre d'accords. D'abord, des accords de coopération qui disent quoi? Qui disent que les minerais stratégiques, alors on appelle minerais stratégiques un groupe d'une quinzaine de minerais qui sont des minerais qui sont essentiels pour les industries de pointe, pour l'aviation, pour l'informatique, etc. Dedans, vous avez le lithium, vous avez le coltan, qui fait le drame du peuple congolais aujourd'hui, etc. Donc c'est une quinzaine de minerais sans lesquels les industries de pointe ne peuvent pas fonctionner. Eh bien, il y a un accord d'exclusivité. L'État indépendant s'engage à ne vendre ces minerais qu'à l'ancienne puissance coloniale. Autrement dit, c'est un abandon de souveraineté complète. Il y a également des clauses permettant aux grandes entreprises françaises de perdurer sur place, et donc l'engagement de non-nationalisation. On a toute une série d'accords aussi. Donc, on va phagocyter au niveau économique. Mais on ne va pas se contenter de cela. On va également, pour éviter des espoirs d'autonomie, on va mettre en place cette fameuse monnaie coloniale qu'est le franc CFA. Très rapidement, c'est quoi le franc CFA? Voilà une monnaie. D'abord, le modèle de cette monnaie, très peu de gens l'ont en tête, c'est le nazisme. C'est l'équivalent du franc marque en France. Autrement dit, vous êtes trop jeune pour le savoir, mais si vous lisez les livres d'histoire et si vous interrogez vos grands-parents ou vos arrière-grands-parents, vous verrez quoi? Vous verrez que l'armée d'occupation nazie n'a pas diffusé des marques ici. Ils ont créé une monnaie qui était le franc marque, dont la valeur dépendait de la valeur du marque allemand. Le franc CFA, c'est exactement le même principe. C'est une monnaie officiellement africaine dont la valeur est dépendante de la valeur de l'euro. C'est exactement le même processus. Donc le modèle vient de là, et c'est intéressant de le rappeler. Qu'est-ce que nous dit le franc CFA? Il nous dit 50% des réserves de devises de chacun des États, même si ça a bougé un peu à la fin, c'est-à-dire qu'on est passé de 50 à 40, mais en gros, une grande part des devises de chacun des États africains est sous autorité de la Banque de France. Il est placé à Paris. Les réserves de devises sont placées à Paris. Imaginez que 50% de votre revenu soit géré par quelqu'un d'autre. C'est ça que ça veut dire concrètement. Autrement dit, c'est un pillage ouvert. C'est des millions et des millions d'euros qui, chaque année, de manière invisible, transitent par la Banque de France et par le Trésor français dans un premier temps, et maintenant par la Banque Centrale Européenne. Seconde dimension, pour être certain que les États africains n'aient pas la volonté de remettre en cause cela, on va mettre en place au sein des banques centrales qui gèrent les économies africaines, on va mettre en place
Eh bien, des administrateurs français. Imaginez simplement que l'Algérie dise « Je veux, à la Banque centrale européenne, avoir des administrateurs de droit ». Aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, dans la Banque centrale d'Afrique de l'Ouest, il y a des gens qui ne sont pas désignés, qui sont simplement, qui sont désignés par l'État français pour être à la tête des banques centrales. Et puis, troisièmement, surtout, c'est surtout ça, la valeur du franc CFA dépend de la valeur de l'euro. Autrement dit, ce n'est pas l'État africain qui va décider s'il réévalue ou dévalue. Or, c'est un élément essentiel pour pouvoir avoir une politique macroéconomique. Ce n'est pas lui qui est souverain, c'est la Banque centrale européenne qui va décider. On l'a bien vu en 1994, où l'État français décide arbitrairement, en sachant que les conséquences, ce n'est pas ici, c'était là-bas, décide arbitrairement de dévaluer le franc CFA de 50%. Autrement dit, le lundi, les gens avaient, je ne sais pas, 300 € de revenus, et le mardi, leur pouvoir d'achat était passé de 300 à 150 €. Et ça s'est décidé à Paris. Ça a été une vague de misère en 94, mais effarante. Et on ne peut rien comprendre de la montée des idées djihadistes, de la montée d'un certain nombre de facteurs régressifs, si on n'a pas en compte ce coup de massue, cette paupérisation immédiate, brusque, en 94, qui est arrivé. Et bien entendu, on ne peut pas comprendre la colère des Africains sur ce franc CFA aujourd'hui si on n'a pas en tête ces dimensions-là. Et puis au niveau symbolique, parce qu'on a été même jusque-là, le franc CFA n'est même pas imprimé en Afrique, il est imprimé à Chamalières. Et donc même là-dessus, il y avait une dimension d'indignité qui était posée. Et je le dis parce que j'ai été étonné de cette place du symbolique. Dans les débats que j'ai pu avoir en Afrique, autant ils dénonçaient tout ce que j'ai dit auparavant, autant cette dimension-là, elle était pour eux le summum du summum, quoi. C'était vécu comme une insulte totale. Et puis, pour faire tenir tout cela, parce que tout cela, ça tient que si il y a des pouvoirs qui obéissent, bien pour faire tenir tout cela, eh bien, il faut conforter un certain nombre d'indicateurs. Et pour cela, on signe des accords militaires. Qu'est-ce que disent ces accords militaires? Ils ne disent pas simplement, comme dans tout le droit international, qu'un État peut faire appel à un autre État s'il est agressé. Non. Si c'était ça, d'autres États le font. Il dit, le gouvernement d'un État peut appeler l'armée française s'il est menacé par son peuple, par un mouvement social. Autrement dit, l'armée française s'engageait à aller intervenir, non pas contre une invasion étrangère, mais contre un mouvement social populaire. Et on a, depuis les années 60, des dizaines d'interventions militaires françaises dans les pays africains qui prennent des prétextes différents, mais qui viennent casser des mouvements sociaux. Ce qui s'est passé avec Gbagbo, et on est un exemple. Ah, il ne reste que 10 minutes. OK. Oui. D'accord. Voilà d'où nous venons. Un petit mot sur les pratiques de l'État à l'époque. Lorsque la Guinée refuse ce package, la Guinée de Sékou Touré dans les années 60, lorsqu'il refuse cela, eh bien, l'État français va organiser un trafic de devises. Autrement dit, on va produire de la fausse monnaie guinéenne. L'État français va ici, à la Banque de France, produire de la fausse monnaie guinéenne qu'elle va diffuser pour casser l'économie guinéenne. On a des tonnes et des tonnes de billets qui sont envoyés pour noyer l'économie guinéenne. Et ça, c'est un État. On nous dit on n'a pas le droit de parler de terrorisme d'État. C'est l'État français lui-même, aujourd'hui c'est reconnu, qui faisait cette pratique-là. On en est où? Ça, c'est l'héritage. Ça vient se surajouter à ce qui bouge dans le monde depuis la décennie 90. Depuis la décennie 90, on a ce que beaucoup appellent la mondialisation. Pourquoi je mets des guillemets à mondialisation? Ben, tout simplement parce qu'il y a toujours eu mondialisation. Parler de mondialisation comme si c'était nouveau, on oublie que la colonisation, c'était quoi? C'était une mondialisation. Donc, on est dans une nouvelle phase de mondialisation plutôt que dans la mondialisation. Cette mondialisation, elle signifie quoi? Ben, elle signifie qu'on est dans une période où on est dans la fin, où il n'y a plus les équilibres qui sont issus de la Seconde Guerre mondiale. Autrement dit, la disparition du camp de l'Est, de l'URSS, etc., fait qu'il n'y a plus ce monde bipolaire qui existait auparavant. Et ça signifie quoi? Ça signifie qu'on est de nouveau dans une lutte en Afrique pour le repartage du continent, pour le repartage des richesses. Il y a une concurrence comme on n'a jamais connue entre les grandes puissances en Afrique pour savoir qui va accéder aux matières premières. Ce premier changement se cumule à un second changement qui est les découvertes de richesses.
il n'y a pas, quasiment pas une semaine où on ne découvre pas un pays africain où on pensait qu'il n'y avait pas de pétrole et où il y a du pétrole. Qui pensait qu'en Afrique de l'Ouest, on allait avoir autant de pétrole? C'est les 15 15 dernières années où on s'est rendu compte de l'ensemble de la réserve. Tout simplement parce que les technologies ayant évolué, on peut maintenant, en particulier au niveau du pétrole dans la mer, hein, offshore, on peut en particulier aller le chercher, alors qu'auparavant, on n'arrivait pas à l'exploiter. Et donc, on a des réserves de pétrole en Afrique, mais des réserves de toute une série de minerais qui sont des découvertes récentes et qui font de nouveau de l'Afrique un territoire stratégique. Troisième élément de transformation, le développement d'un certain nombre de pays émergents, d'un certain nombre de pays qui ont eux-mêmes besoin de matières premières pour leur développement. Je pense à la Chine, mais également au Brésil, etc., qui ont donc des accords avec un certain nombre de pays africains et qui tentent de s'implanter en Afrique. Bref, on a un territoire qui devient un élément de concurrence pour l'accès aux ressources au même moment où il y a le plus de concurrents. Eh bien, vous aurez compris l'origine d'un certain nombre de guerres en Afrique. Autour de trois causalités. Il y a des guerres pour maîtriser directement les richesses. Il y a des guerres pour que des concurrents n'accèdent pas à ces richesses. Par exemple, quand la Chine passe un accord avec un État africain, vous avez de grandes chances qu'il y ait une déstabilisation qui vient après. Et puis, troisièmement, vous avez des guerres pour contrôler des dimensions géostratégiques. Le Rwanda, par exemple. Le Rwanda a quasiment pas de richesse. Mais on a eu un génocide au Rwanda, avec complicité de la France et de la Belgique. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que celui qui tient le Rwanda tient une grande partie du Congo. Et le Congo, eh bien, c'est, comme disent un certain nombre de chercheurs, c'est un scandale géologique. Effectivement, il y a des richesses énormes au Congo. Alors, c'est important d'avoir ça en tête parce que c'est ça qui va expliquer la multiplication d'un certain nombre de guerres en Afrique. Et la réaction de la jeunesse aujourd'hui, eh bien, c'est qu'on a affaire à la première génération de ce nouveau contexte. C'est la génération qui a vu les effets de ce nouveau contexte. Alors, elle l'a vu comment? Elle l'a vu d'abord par la multiplication des interventions militaires. La France est un des pays qui intervient le plus en Afrique. Quand même, Côte d'Ivoire, Mali, Centrafrique, Libye, Burkina. Si vous cumulez sur les 20 dernières années les interventions militaires directes, dont certaines ont abouti à des éclatements d'État, comme en Libye, avec toute la situation qu'on connaît aujourd'hui, la France est le pays qui a été le plus interventionniste, le plus destructeur. Et cette nouvelle jeunesse africaine, ceux que j'ai rencontrés, ils avaient 25 ans, 23 ans, 27 ans. C'est les enfants de cette période-là. Ils ont grandi en entendant sans cesse parler de la guerre. Secondo, c'est également une génération qui a grandi avec ce que j'appelle dans mon dernier travail une prolétarisation du monde. Contrairement à ce que nous a raconté pendant des années ici, il n'y a pas diminution de la classe ouvrière ou des travailleurs, etc. Ça, c'est un regard, quand on regarde les chiffres pour la France, pour l'Europe. Si on a un regard mondial, le nombre de travailleurs augmente. Et effectivement, il est maintenant situé, pour la plus grande partie, il est maintenant situé dans les pays du Sud et en particulier en Afrique. Nous ne sommes pas dans une phase de déprolétarisation, comme disent les postmodernes, mais dans une phase de prolétarisation du monde. Et la conséquence de cela, c'est que cette délocalisation de la classe ouvrière, elle ne se fait pas avec, bien entendu, les mêmes progrès sociaux qu'on a pu connaître ici. Elle se fait pour maintenir un coût du travail bas. Autrement dit, si on reprend juste un concept de Marx sur la plus-value, Marx donne trois exemples de plus-value, trois formes. La plus-value absolue, c'est augmenter le temps de travail. La plus-value relative, c'est augmenter la productivité. Et il y a une troisième forme qu'il aborde et dit, je ne vais pas la développer, parce que ce qui m'intéresse, ce n'est pas le capitalisme concret, c'est de comprendre le fonctionnement du capitalisme pour qu'on puisse l'appliquer partout. Eh bien, c'est la plus-value de surexploitation. C'est-à-dire quand on paye les gens à un niveau en dessous de ce qui permet simplement de vivre. Autrement dit, les salaires diffusés aujourd'hui par cette délocalisation ne permettent même pas aux Africains de vivre. Eh bien, c'est ça, cette nouvelle génération, elle a vu ce spectacle-là de la délocalisation. Donc, en apparence, des entreprises qui viennent, et donc l'idée que ça va aller mieux, mais qu'ils ne changent rien
dans leur situation. Bien entendu, cette génération est celle du spectacle des morts en Méditerranée. Et donc, ça a un effet énorme en termes de conscientisation. Eh bien, tous ces facteurs-là, si on est matérialiste, font mûrir les consciences. Inévitablement, avec les gens sont un peu surpris aujourd'hui, mais comment ça a l'air magique d'un seul coup? Non, il y a eu une maturation, et cette nouvelle génération anticoloniale, elle est le résultat de tout cela. Bien entendu, dans leur tête, tout le monde n'est pas au même degré de conscience, mais tous sentent qu'il y a quelque chose qui est en lien avec la dépendance vis-à-vis des pays industrialisés. En témoignent les thèmes de mobilisation. Au Sénégal, le mouvement s'appelle France Dégage. C'est rien que le titre, il est significatif. Et ce mouvement France Dégage, c'est un mouvement global qui se subdivise en campagnes. Et dans les campagnes, il y a Auchan Dégage. Pourquoi Auchan Dégage? Parce que tout simplement, l'Union européenne impose, pour pouvoir accéder au financement, au crédit, etc., impose la signature d'accords de partenariat européens, les APE. Or, ces APE prévoient quoi? Ils prévoient l'obligation pour l'État africain de supprimer tout droit de douane. Autrement dit, il oblige l'État africain à mettre en concurrence le petit producteur de riz et la multinationale du riz. Ça, c'est des famines qui vont arriver, c'est des cohortes de futurs migrants qui vont traverser la Méditerranée, parce que ça, c'est la destruction de la petite économie agraire qui a réussi à subsister et qui nourrissait la famille élargie, qui va obliger le petit producteur je sais pas, de manioc avec la grande multinationale, etc. Et on voit bien que là, il y a une tentative de détruire tout ce qui reste du mode de production communautaire ou du mode de production familiale de la petite propriété. Ces APE, c'est une destruction immédiate. Auchan Dégage, c'est la prise de conscience pour cette jeunesse que si on laisse faire, eh bien, il va avoir un vent de famille et de population particulière. Pourquoi Auchan? Ben parce qu'avec les APE, qu'est-ce qu'a fait Auchan? 800 projets d'installation. Et vous allez à Dakar, dans le Auchan de Dakar, vous pouvez acheter des cuisses de poulet qui sont moins chères, bien entendu, que le poulet du petit producteur local. Parce que tous les déchets, les élevages en batterie ici, eh bien, sont exportés là-bas. Et donc, on voit bien qu'il y a là une volonté prédatrice particulièrement importante. Et c'est contre ça que se battent cette nouvelle génération. On le voit aussi au niveau du vocabulaire. On voit réapparaître un vocabulaire qu'on pensait avoir disparu. Beaucoup de militants africains disaient mais on n'a pas réussi à transmettre, on n'a rien réussi à faire quand même, plus personne ne parle d'impérialisme, etc. Et puis, tac, en l'espace de 5 ans, voilà revenu, ça parle de panafricanisme, ça parle de colonialisme, de néocolonialisme, de deuxième indépendance, qui était un slogan des années 60, etc., pour signifier que l'indépendance politique, c'était une chose, mais sans indépendance économique, elle signifie rien. Vous allez aujourd'hui dans n'importe quelle ville du Sénégal, dans les débats ou du Mali, et vous entendez ces termes-là, et vous voyez les figures qui sont mises en avant par cette jeunesse. Ici en Europe, beaucoup ont pris Che Guevara, tout étudiant avait ça dans sa chambre. Mais aujourd'hui en Afrique, vous avez les Sankara, les Nkrumah, etc., qui redeviennent des symboles et qui sont mis en avant. Et là, on voit bien la filiation avec toute cette histoire de lutte anticoloniale. D'ailleurs, les États européens ne s'y trompent pas. D'un côté, ils vont maintenir par de nouveaux stratagèmes, par exemple l'éco, cette fausse nouvelle monnaie que propose Macron. Et d'un autre côté, on va avoir aussi la politique douce, qui est la politique d'ONGisation, qui a déjà fait des dégâts énormes en Palestine. C'est tout simple, ça consiste à envoyer des ONG avec de l'argent qui vont capter les leaders. Ceux qui mènent les luttes, ceux qui sont choisis, etc. Et comme ces leaders sont dans la misère, ben, un certain nombre d'entre eux acceptent, y compris ils acceptent sincèrement en pensant pouvoir tenir les deux bouts. Mais quand on regarde qui finance ces ONG, c'est par exemple le milliardaire Soros, qui finance des mouvements de contestation comme le Balai citoyen au Burkina Faso. Et on voit bien les débats internes au Burkina Faso où un certain nombre de gens qui ont eu des emplois grâce à ces ONG se retrouvent
à diminuer leur radicalité et être mis en cause par d'autres. Donc et ça n'est qu'un exemple, hein, les ONG financées par Soros. Autrement dit, on a une vraie stratégie d'éviter l'émergence de leaders radicaux, et pour ceux qui ne cèdent pas, eh bien, on les met en prison comme Guy Marius. Alors, si on prend en compte toute cette dimension-là, eh bien, on peut se poser la question quand même. Le lien entre l'Afrique et la France n'est pas n'importe quel lien. C'était le deuxième empire colonial après l'Angleterre. C'est un des pays dans lesquels les luttes d'indépendance ont été les plus radicales. Le drame algérien a marqué les esprits et la société française. Et pourtant, ben, on a l'impression que ce qui se passe en Afrique n'a pas d'écho ici. Ça fait partie, parfois on a une déclaration, mais en tout cas dans l'ordre des mobilisations, dans l'agenda, ça n'est pas ni un motif de propagande, ni un motif de mobilisation. Alors, juste quelques points de repère. D'abord, ça n'est pas étonnant quand on regarde l'histoire. La France a toujours été marquée par une sous-estimation du combat internationaliste, de la place de l'anticolonialisme. Ça a été, c'est malheureusement un vieil héritage. Mais il y a aussi la non-compréhension de la question nationale. En Afrique, effectivement, la prise de conscience progressiste, révolutionnaire, etc., ne se fait pas sur des discours abstraits sur le socialisme. Elle se fait d'abord dans la prise de conscience de la dépendance coloniale. Et donc, souvent, le chemin vers l'internationalisme passe par le nationalisme, passe par cette idée de « mais il ne faut pas que notre État soit dépendant ». Et effectivement, ça peut être, cette dimension-là peut apparaître comme pas assez révolutionnaire, pas assez clair, pas assez net, mais en réalité, ce qu'il y a derrière, c'est cette prise de conscience que tant qu'un État est entièrement dépendant, on ne peut pas espérer aller plus loin. Troisième dimension, eh bien, c'est installé dans un certain nombre de mouvements ici, cette politique du nini. Autrement dit, il y a des guerres, mais on ne va pas s'exprimer sur ces guerres parce qu'en face, on a un dictateur. Donc on va dire, ben, l'État français fait une guerre, mais comme en face c'est un dictateur, donc on ne peut pas prendre position. C'est tout simplement oublier qu'être contre la guerre, c'est pas soutenir forcément la personne, et que la question qui nous est posée, c'est que nous sommes ici, et que quand c'est l'armée française qui intervient, ne rien faire, ben, c'est objectivement être complice. Autrement dit, je pense que on est dans une situation dans laquelle il faut, on a vraiment besoin de reposer la question de nos mobilisations sur ces questions-là. Mais pour cela, ben, il faut sortir de notre eurocentrisme. Alors comment faire Le fait que je sois souvent en Afrique ces derniers temps m'a amené à réfléchir à quelle forme de lien possible qui ne soit pas un lien paternaliste ou un lien où on reproduise les rapports hiérarchiques. Alors pour moi, je vois deux liens qui me semblent importants. D'abord, des liens de solidarité matérielle. Pour une raison toute simple, c'est que ces mouvements commencent à s'inscrire dans la durée. Le FRAP dont je vous parlais a maintenant 4 ans, et donc il s'inscrit dans la durée, et il commence à se poser des questions sur comment se doter de matériel radio, de matériel d'impression, etc. Une première forme peut être celle-là. Et une seconde forme, qui ne coûte pas un centime, mais qui est pour moi essentielle, c'est ce que j'ai appelé le jumelage militant. C'est autrement dit de jumeler des luttes proches, jumeler une section syndicale ici avec une section syndicale des ouvriers de, je sais pas, de l'électricité de Dakar, de jumeler l'association féministe ici avec l'association féministe de Ouagadougou. C'est de jumeler des gens qui sont sur des mêmes axes de combat, et que ce jumelage-là est un jumelage important parce que eux vont gagner dans les débats avec nous, mais nous allons beaucoup gagner parce que de leur côté, les questions qu'ils ont sur les mouvements progressistes ici sont énormes. À Dakar, la question la plus dure enfin la plus dure, la question la plus... J'ai éclaté de rire quand elle m'a été posée, parce que c'était une question affirmation. Elle était... donc il y avait 400 jeunes au moment de ce débat, c'est inimaginable en France, hein, débat qui était annoncé par des petites affiches, 400 personnes, et ce jeune homme prend la parole et dit « Est-ce qu'il y a encore une gauche en Europe ?» J'ai trouvé que ça résumait beaucoup de choses.